Bonjour à tous. Merci d'être restés jusqu'à 19h30 pour me voir. Alors ce matin, vous avez eu des personnes qui se sont présentées comme experts du climat. C'est pas mon cas. Moi, je m'appelle Michael Ruff. Et je suis docteur en biologie. J'aurais pu vous parler pendant des heures du micro-environnement tumoral. Et je trouvais que c'était un petit peu anxiogène comme sujet. Du coup, je vais vous parler plutôt du climat. Et on va essayer de répondre à une question. Qui aurait pu prédire la crise climatique et ses effets encore spectaculaires cet été dans notre pays? Voilà. Donc aujourd'hui, on le sait, le GIEC nous le dit, le dernier rapport nous le dit clairement, il est sans équivoque que l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre depuis environ 1750 est causée par les activités humaines. Bon, si le GIEC nous le dit, c'est que c'est vrai. Alors, je vais passer rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps par rapport à ce qui était prévu. Donc, je vais aller directement là. Donc, depuis la création du GIEC en 1988, on a eu 6 rapports. Et chaque rapport a renforcé nos connaissances et notre compréhension de l'implication de l'humain dans ce phénomène. Mais quelle est la part des activités humaines dans le réchauffement climatique? Je vais vous poser la question. Qui pense que c'est 100%? Allez-y, levez la main. Ok. 85%? Ouais, c'est plus de mains là. 50%? Voilà. Est-ce que je pose la dernière? Oui. 15%? Non, il n'y a pas de 15%. Ok, bon, on va y répondre à la fin. Donc vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin. Je suis désolé. Et on va revenir un petit peu dans l'histoire pour voir depuis quand on sait. Et on va revenir même 200 ans en arrière avec un concept qui est central quand on parle du changement climatique, c'est l'effet de serre. Donc ça a été découvert, le principe en tout cas a été formulé il y a à peu près 200 ans par un mathématicien français. Alors, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens, il sera peut-être plus connu dans son domaine, Joseph Fourier. Donc lui, son truc, c'était d'étudier la chaleur. Voilà, chacun ses hobbies. Et puis, il nous a dit donc que en fait, l'énergie qui arrivait sur Terre, elle provenait du Soleil. Il appelait ça de la chaleur lumineuse. Et puis, en réponse, la Terre renvoyait de l'énergie sous forme de chaleur obscure. Bon, aujourd'hui, c'est lumière visible et infrarouge au niveau de la traduction. Et il nous dit aussi que pour que la Terre soit à l'équilibre thermique, c'est-à-dire que pour que sa température soit stable, il faut que l'énergie qui arrive du Soleil soit exactement la même que celle qui repart vers l'espace. Sauf que ça, si c'était vrai, il ferait beaucoup plus froid. Donc pour régler cette apparente contradiction, il a comparé la Terre à l'héliothermomètre de Horace Bénédicte de Saussure. En gros, c'est une boîte qui est isolée avec du liège. Au fond, c'est peint en noir pour que l'énergie du Soleil puisse être absorbée. Dedans, il y a un thermomètre pour mesurer la température. Et par-dessus, il y a du verre. Et en fait, la lumière peut entrer dans la boîte. Par contre, les infrarouges ne peuvent pas en sortir. Et il a comparé ce système à l'atmosphère terrestre, où il nous dit que en fait, la vitre en verre, c'est joué par l'atmosphère. Et il nous dit la température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer dans l'air en étant à l'état de lumière, donc comme ça, qu'elle n'en trouve pour repasser l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. Donc c'est ça l'effet de serre. C'est ça l'effet de serre. Alors, petite anecdote amusante, une serre, ça marche pas du tout comme l'effet de serre. Une serre, ça chauffe parce que l'air qui est à l'intérieur chauffe et il peut pas sortir. Donc si vous mettez par exemple un matériau de la serre qui laisse passer la lumière du soleil, mais qui laisse aussi passer la lumière, les infrarouges pour sortir, vous allez avoir sensiblement la même température qu'avec une serre en verre. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bon, on garde le nom quand même. Donc là, ce qu'il nous dit, Joseph Fourier, c'est qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui retient la chaleur qui est émise par la Terre. Mais quoi? Il faut attendre 1861 et John Tyndall pour l'apprendre. Il a mesuré tout simplement l'absorption des infrarouges par certains gaz. Ah oui, entre les deux, il y a un truc un peu important, c'est qu'on a commencé à brûler du charbon.
Alors pour faire ça, il avait fait une expérience qui était très compliquée pour l'époque, avec un dispositif complexe qui s'appelle le spectrophotomètre. Moi, je vous ai juste mis le principe ici, simplifié. En gros, vous mettez un gaz dans un tube, vous le bombardez d'infrarouge d'un côté, et puis vous regardez ce qui sort de l'autre. Donc ce qui ne sort pas, c'est ce qui a été absorbé par le gaz. Et il a pu montrer ainsi que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'ozone, le méthane, le protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre. Il a aussi montré que l'essence de lavande, c'est un gaz à effet de serre, ok. Et il a aussi montré que l'oxygène, l'azote, l'hydrogène ne sont pas des gaz à effet de serre. Alors je vous ai dit je vous ai parlé d'une découverte. Est-ce qu'on peut attribuer une découverte à quelqu'un qui a trouvé quelque chose en deuxième? La réponse c'est oui, si le premier est une femme. Cette femme, c'est Eunice Newton-Foote, qui avait 5 ans plus tôt découvert les gaz à effet de serre, mais sans processus très compliqué. C'est une expérience que vous pourriez refaire chez vous dans votre jardin. En gros, elle a pris 2 tubes. Il y en a un auquel elle a enlevé l'air, et un autre, elle n'a pas enlevé l'air. Elle a mis un thermomètre dans chacun des tubes, et puis après, les tubes, elle les a mis soit à l'ombre, soit au soleil. Voilà. Et voilà les résultats qu'elle obtient. Donc dans les tubes, quand ils sont à l'ombre, la température, elle est à peu près la même, que ce soit avec de l'air ou pas d'air. Par contre, quand on met au soleil, eh bien, la température est plus importante dans le tube qui contient de l'air. Ça veut dire que dans l'air, il y a quelque chose qui absorbe les infrarouges. Enfin, ouais, c'est pas ça. Voilà. Donc l'air contient des gaz à effet de serre. Elle a refait la même expérience en comparant cette fois-ci de l'air sec avec de l'air humide. Dans l'air humide, dans le tube qui contient de l'air humide, il fait plus chaud, donc la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Et même chose avec le dioxyde de carbone. Donc ces résultats, elle les a présentés à un congrès. Donc elle s'est laissé pousser un peu la barbe. Voilà. Non, parce que c'est pas elle qui les a présentés en fait. C'est un professeur qui s'appelle Joseph Henry qui les a présentés à sa place. Elle est dans l'amphithéâtre avec son mari à regarder. Bon, en même temps, c'était déjà un progrès à l'époque de lire les travaux d'une femme. Et quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi à avoir son nom publié dans un papier scientifique suite à ses travaux. Et travaux qui n'ont pas été cités par Tyndall. Voilà. Donc, deux possibilités. Soit il était au courant, soit il n'était pas au courant. On ne sait pas vraiment. Voilà. Parce qu'à l'époque, la recherche... on ne pouvait pas forcément avoir accès aux recherches des autres aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc le quelque chose qu'il y a dans l'atmosphère et qui réchauffe la Terre, on sait maintenant ce que c'est du dioxyde de carbone, de l'eau, du méthane et du protoxyde d'azote, il y en a d'autres. Alors on passe à une date très très importante, Svante Arrhenius. Alors Svante Arrhenius, comme beaucoup de scientifiques de l'époque, ce qui l'intéresse, c'est de percer les mystères des glaciations passées. Vous savez sans doute que la Terre a alterné entre des périodes chaudes et des périodes froides. Et lui, il voulait comprendre comment ça se passait. Et pour lui, la clé, c'était le CO2. Donc, on va passer ça. Il a pris une feuille, il a griffonné des calculs. Et le but, c'était de faire un modèle pour calculer ce qui se passerait si on doublait la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilité climatique. Donc il a fait le premier modèle climatique, sauf qu'il l'a fait sans ordinateur et ça lui a pris des mois. Et c'était un modèle qui était simplifié. On va essayer de regarder un peu ce qu'il a mis dedans. Il nous a dit, il y a un soleil qui éclaire la Terre, il y a une partie de cette énergie qui repart directement vers l'espace, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Il a pris en compte évidemment les gaz à effet de serre et l'effet de serre, mais il a pris d'autres choses en compte. Par exemple, quand le CO2 augmente, la température augmente, et quand la température augmente, l'atmosphère est capable de contenir plus de vapeur d'eau. Et comme l'eau est un gaz à effet de serre, ça augmente l'effet de serre, ce qui augmente la température, ce qui augmente l'effet de serre, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une rétroaction. Alors il y en a d'autres, des rétroactions, que lui, il n'a pas pris en compte. Par exemple, les nuages, ça, il n'a pas pris en compte. Il n'a pas non plus pris en compte le fait que quand il fait plus chaud, la glace fond et donc peut moins renvoyer la lumière vers l'espace. Donc ça, il connaissait le processus, mais il n'a pas réussi à les mettre dans ses équations. Et donc, il a calculé la sensibilité climatique entre 5 et 6 degrés selon la latitude.
Alors c'est pas mal, hein, parce que c'était 120 ans avant aujourd'hui. Aujourd'hui, la meilleure estimation du dernier rapport du GIEC, c'est 3 degrés. Mais si on regarde dans la fourchette haute de l'incertitude, on arrive à 5 degrés, et là on n'est plus très loin de ce que Arrhenius avait calculé. Alors lui, ça l'inquiète pas du tout, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est suédois. Alors je ne sais pas s'il y a des Bretons dans la salle, mais vous devez comprendre pourquoi il aimerait bien que ça se réchauffe un petit peu. Et surtout, il pensait qu'il faudrait 3000 ans pour que le CO2 soit doublé dans l'atmosphère. Donc il y avait le temps de voir venir. Il n'avait pas du tout anticipé qu'on passerait de ça, en consommation d'énergie, à ça. Bon alors, lui, il ne s'inquiète pas, les scientifiques non plus, pour plusieurs raisons. Déjà, son modèle, il est quand même simplifié. Il y a des hypothèses qui sont un petit peu faciles. Et puis, il y a une autre hypothèse qui lui fait mal, et qui nous vient de Notenstrom en 1901, 5 ans plus tard, et qui parle de la saturation de l'effet de serre. Donc lui, il fait un petit peu la même expérience qu'avait fait Tyndall. Il mesure l'absorption des infrarouges par le CO2, sauf que là, il va mettre des doses plus ou moins importantes de CO2. Et voici ce qu'il nous montre. Alors ça, c'est pas sa figure, mais c'est ce qu'il a montré. Dans une atmosphère qui ne contient pas d'eau, il se trouve que quand vous augmentez la concentration de CO2, au tout début, vous avez une augmentation de l'absorption des infrarouges, mais très très vite, vous arrivez à un plateau, on va dire 250, et ça veut dire qu'au-dessus de 250, si vous en rajoutez, ça ne fait plus rien. C'est pire quand il y a de l'eau, atmosphère standard, en noir, quelle que soit la concentration en CO2, l'absorption, elle change quasiment pas. Et donc là, vous avez peut-être un des tout premiers arguments climato-sceptiques, qui à l'époque n'en était pas un, hein, parce que c'était juste un argument scientifique plutôt valable, je trouve. Et on verra après pourquoi c'est pas tout à fait correct ce qu'il a trouvé. Enfin, ça c'est bon, mais ça marche pas comme ça. Donc là, tout ça, depuis tout à l'heure, c'est des calculs, des expériences, des choses comme ça. Il n'y a pas de mesure. Donc pour l'instant, on n'a pas encore dit que, on voyait que la température augmentait, ni le CO2. C'est ce qu'il a essayé de faire Guy Calendar, donc en 1938. Donc il a tout simplement compilé les données de température qu'on avait sur l'ensemble du monde. Il y avait 150 stations à l'époque, et il a fait la courbe qui est ici, et qui a été remise ici en orange ou rouge. Et donc vous voyez qu'il y a peut-être une petite tendance à l'augmentation de la température. Lui, il nous dit, oui, il y a 0,3 degrés de plus depuis 1880. Et puis il nous dit aussi, c'est à cause du CO2, parce qu'il y a un peu plus de CO2. Lui non plus, ça ne l'inquiète pas. Il nous dit, on peut dire que la combustion des énergies fossiles va probablement apporter des bénéfices au genre humain. Par exemple, l'augmentation de température pourrait être importante pour l'agriculture dans l'hémisphère nord. Dans tous les cas, le retour des glaciers meurtriers devrait être retardé indéfiniment. Oui, parce qu'à l'époque, les glaciers, on n'avait pas peur qu'ils fondent, on avait peur qu'ils écrasent des villages, comme c'est arrivé un petit peu 2 fois, enfin, où la mer de glace a détruit 2 villages. Alors lui, il ne s'inquiète pas, mais les scientifiques s'inquiètent encore moins, parce qu'il y a toujours l'idée que plus on met de CO2, en fait, ça ne fait rien. Hein, le CO2, il est saturé. En plus de ça, les mesures de CO2, à l'époque, ce n'est pas hyper fiable. Vous avez plusieurs mesures de CO2 dans la journée, ça ne vous donne pas le même résultat. Et en plus, ce qu'il a observé au niveau de la température, ça ressemble quand même beaucoup à des variations naturelles. Voilà, il y avait des petits pics. Et lui, il dit que c'était significatif, mais ce n'est pas sûr. Toujours est-il que ça fait quand même avancer les idées, tout ça. Et donc, c'est déjà ça. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'effet de serre, plus on rajoute du CO2, et plus il y a d'effet de serre. Alors, normalement, il y a des spécialistes qui prennent 1 heure pour faire ça, pour faire une conférence là-dessus, pour expliquer ça. Moi, j'ai 2 minutes, je vais faire au mieux, mais ça va être hyper simplifié. Alors, on va se mettre dans des conditions où on a 280 ppm de CO2. Donc, c'est ce qu'on avait avant l'ère industrielle. 280 ppm, c'est une proportion. Donc, il y a 280 molécules, c'est pas des molécules, mais on va dire molécules de CO2 par molécule d'air. Mais vous savez que plus on monte en altitude, et moins il y a d'air. Donc, 280 ppm au niveau du sol, c'est pas pareil que 280 ppm en altitude. La Terre, elle envoie des infrarouges qui vont être absorbés tout de suite dans l'atmosphère
et ils vont être réémis à chaque couche et réabsorbés par la couche supérieure. Ce qui fait que les infrarouges vont monter en altitude jusqu'à un endroit qu'on appelle l'altitude d'émission, où il n'y a plus suffisamment de CO2 pour retenir les infrarouges, et alors ils partent vers l'espace. Là, dit comme ça, on a un peu l'impression que finalement, il n'y a pas d'effet de serre, et la lumière elle galère un petit peu, enfin les infrarouges galèrent un petit peu, mais ils finissent par partir vers l'espace. Il y a une petite subtilité, c'est que plus on monte en altitude et plus il fait froid, ça vous le savez aussi. Et en fait, un corps va dégager une puissance qui va être proportionnelle à sa température. Autrement dit, à cette altitude d'émission, la lumière qui peut partir vers l'espace, elle est moins importante que la lumière que les infrarouges du sol. S'il y a des questions, on verra après. Si vous passez à 400 ppm, ouais, donc il y a moins de lumière qui part ici, ça veut dire qu'en fait, il y en a plus qui restent sur Terre, et donc ça se réchauffe plus. Si vous augmentez la concentration de CO2, l'altitude d'émission, elle est plus haute, donc comme il fait plus froid, l'énergie qui est renvoyée vers l'espace, elle est plus faible, et donc celle qui reste sur Terre, en gros, elle est plus forte, donc ça se réchauffe plus. Voilà. Donc cet argument-là, ça fait 70 ans qu'il est débunké. Donc ça, c'est pas facile, c'est pas aussi facile à calculer, il a fallu des ordinateurs, etc. Et c'est Gilbert Place, en 1956, qui a, pour la première fois, modélisé l'effet de serre en fonction de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que quand on brûle des ressources fossiles, on va envoyer du CO2, enfin on émet du CO2. On sait que le CO2, quand il est dans l'atmosphère, il réchauffe la planète. Et on sait que si on met plus de CO2, il réchauffe plus la planète. Mais qui vous dit que le CO2 qu'on émet va dans l'atmosphère ? En fait, on ne sait pas. Et même le CO2, il se dissout très bien dans l'océan. Donc on pense plutôt que le CO2, en fait, il va dans l'océan. Jusqu'à Hans Suess, en 1957, qui va étudier les radiocarbones. Donc le carbone, il y en a 3 qui existent, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Les 2 premiers sont stables, et le 3e, il est radioactif. Donc il a une période de 5740 ans, donc il se désintègre, en l'occurrence en azote. Et donc, juste au cas où, donc en gros, s'il a une période de 5740 ans, ça veut dire qu'au bout de 5740 ans, il y a la moitié du carbone 14 qui a disparu. Si 5740 ans plus tard, vous avez la moitié de la moitié qui a disparu, etc. etc. Au bout de 10 périodes, on va dire, au bout de 60 000 ans, il n'y a plus rien, plus grand-chose. Ça implique que les ressources fossiles, qui se sont formées il y a des millions d'années, elles n'ont plus de carbone 14. Si on regarde ce qu'il y a dans l'atmosphère, on a beaucoup de carbone 12, on a un tout petit peu de carbone 13, et on a des traces de carbone 14. Ce qui fait qu'on a un rapport de carbone 14 par rapport au carbone total qui est très faible. Maintenant, si on brûle les ressources fossiles, qu'on fait du CO2 qui va contenir les carbones 12 et 13, puisqu'il n'y a pas de carbone 14, on va augmenter la quantité de carbone totale, mais on ne va pas rajouter de carbone 14. Ce qui fait que la quantité de carbone 14 par rapport à la quantité de carbone totale est encore plus faible après avoir brûlé des ressources fossiles. Et c'est ce qu'on observe depuis 1850. Vous voyez qu'il y a une baisse, voilà, jusqu'en 1950 quelque chose, une baisse de la quantité de carbone 14. Ce qui veut dire que effectivement, le carbone qui est arrivé dans l'atmosphère provient des ressources fossiles. Alors le pic après, c'est les essais nucléaires. Voilà. Ok, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On sait que le CO2, on émet du CO2, que le CO2 va aller au moins en partie dans l'atmosphère. En fait, on peut le calculer un peu plus de façon précise. Il y a à peu près la moitié du CO2 qu'on émet qui va dans l'atmosphère. On a un quart à peu près qui va dans l'océan et un autre quart qui est en fait absorbé par la végétation. Donc ça nous arrange bien qu'on ait des puits de carbone qui captent une partie importante de nos émissions. Après, ça nous arrange bien, mais pas tant que ça non plus, parce que pour l'océan, c'est pas génial non plus, puisque ça acidifie l'océan. Il me reste 5 minutes, là. On appelle ça l'autre problème du CO2.
Du coup, je vais finir là-dessus, je pense, parce qu'on n'a toujours pas mesuré le CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on arrive à faire, enfin pas correctement. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire à partir de 1958 avec Charles Keeling, qui a donc installé deux stations, une à Hawaï et une autre en Antarctique. C'est surtout celle-là qu'on connaît, loin des villes, etc., pour pas avoir de pollution de CO2. Et donc, il a obtenu la fameuse courbe qui porte son nom, la courbe de Keeling, où on voit qu'effectivement, il y a une augmentation de CO2 depuis que c'est mesuré, et puis même avant. Et au bout de 2 ans, en 1960, déjà, cette petite variation, il nous dit déjà, c'est significatif, on a une augmentation de CO2, et en plus, ça correspond à ce qu'on avait calculé en prenant en compte ce qui allait dans l'atmosphère, ce qui allait dans l'océan, etc. Donc ça correspond bien, et ça valide bien. Ok, alors j'aurais voulu vous parler de Claude Lorius. Je vais essayer de le faire rapidement quand même. Vous en avez entendu parler il n'y a pas longtemps, je pense, parce qu'il est décédé. C'était un pionnier de la glaciation et il est allé chercher dans les bulles de glace l'atmosphère du passé. Voilà. Donc il a récupéré la glace, il a mesuré le CO2, la température et l'âge de la glace et il a sorti cette courbe. Vous avez en rouge le CO2, en bleu la température. Et vous voyez que depuis 800 000 ans, on a une très bonne correspondance entre les quantités de CO2 et les quantités et la température. Autrement dit, ce qu'Arrhenius avait pensé il y a à peu près 100 ans avant, là vous avez la démonstration de son idée. Voilà. Alors, simplement pour vous dire que le climat est stable depuis à peu près 10 000 ans. Et là, ça y est, depuis l'ère industrielle, le CO2, la température augmente, donc c'était stable jusqu'ici. Et si on veut retrouver des périodes où il a fait aussi chaud, pour la température, il faut revenir 125 000 ans en arrière. Et pour le CO2, vous n'avez même pas l'info sur ce graphe, puisque ça fait 2 millions d'années qu'il n'a pas fait aussi chaud. Ok, ça on va passer. Ouais, c'est le moment de répondre à la question quand même, ce serait dommage. Alors pour répondre à la question de la part de l'homme dans le réchauffement climatique, on utilise des modèles climatiques. Donc on dit à un ordinateur tout ce qu'on sait sur le climat, qu'il y a des nuages, qu'il y a du soleil, qu'on émet des trucs, des aérosols, des machins. Et on essaye de montrer de valider le modèle en essayant de prédire ce qu'on a déjà observé. Donc là, ce qu'on a observé en termes de température, c'est ça. Et quand on demande au modèle de le calculer, on a la courbe rouge, qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même vraiment pas mal, et donc qui permet, et on aurait pu laisser les incertitudes, où on voit bien que toute la courbe noire est dans l'incertitude, et donc ça valide le modèle. Et après, on peut dire au modèle, tu oublies qu'on existe, et puis tu nous fais le calcul. Donc tu prends en compte que ce qui est naturel. Et là, vous avez la courbe jaune-orange, et vous voyez que, à part certains endroits... en gros, ça reste proche des 0 degrés Celsius. Le GIEC nous le dit de façon peut-être plus claire, les drivers naturels ont changé la température de surface globale entre moins 0,1 degré Celsius, en refroidissement, et plus 0,1 degré Celsius. Autrement dit, 0 degré Celsius en meilleure estimation. Ça veut dire que c'est nous, quoi. 100% c'est nous. Voilà. Alors, j'ai essayé dans cette conférence de vous montrer un tout petit peu, non, c'est pas de façon exhaustive évidemment, mais comment on construit un consensus scientifique avec tout un tas de données qui sont générées. Ça peut être des mesures directes, ça peut être des reconstitutions paléoclimatiques, des processus physiques, des modèles, qui toutes vont converger vers une meilleure compréhension du climat et vont faire dégager un certain nombre de consensus scientifiques. Pour répondre à la question qui aurait pu prédire le changement climatique, Svante Arrhenius, c'est le premier à l'avoir prévu. Après, est-ce qu'il avait vraiment les données pour l'affirmer de façon certaine? Je pense qu'il aurait pu se tromper. À l'époque, on ne pouvait pas vraiment savoir. Si on veut être... ça va être mon avis que je vais vous donner, mais je pense qu'à partir des années 60, on a des raisons de commencer à s'inquiéter. Et si on veut parler de consensus scientifique, ça va être plutôt les années 80. Et stop. Ok. Donc on sait depuis longtemps, en tout cas, que c'est notre faute.
on connaît les conséquences qui ne sont pas super agréables. On est tous dans le même bateau. Il y en a qui sont en train de tomber à l'eau. Que font les autres? Voilà, je vous remercie.